Je m'appelle Gérard Bouchard, je suis professeur au département des sciences humaines de l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis historien et sociologue de formation. J'ai travaillé plusieurs années sur les questions de rapport interculturel, les questions de gestion de la diversité ethnoculturelle dans les sociétés. J'ai notamment coprésidé la commission Bouchard-Taylor, avec Charles Taylor. Et j'ai essayé de proposer une définition, une conception de l'interculturalisme dans un ouvrage que j'ai publié il y a 2 ou 3 ans. Je travaille toujours sur ces thèmes-là qui m'intéressent toujours énormément parce que c'est des enjeux fondamentaux de nos sociétés. Ça fait longtemps que je m'intéresse à ça. Moi, je suis un Québécois d'ascendance canadienne-française, profondément trempé dans cette culture, très sensibilisé au destin, à la situation, mais aussi à l'avenir de la francophonie au Québec. Et l'émergence du fait immigrant au Québec a pu être perçue d'abord comme représentant une certaine menace pour l'avenir de la francophonie. Et je dirais que c'est à partir de là que mon intérêt s'est éveillé. Un mot d'abord sur l'interculturel. Je pense que c'est important de clarifier un certain nombre de choses. L'interculturel, c'est un concept qu'on entend de plus en plus, qui est utilisé très largement pour désigner, à mon avis, des choses qui ne sont pas toujours les mêmes. Et ça peut créer une certaine confusion. Je pense que l'interculturel, par exemple, peut être compris de façon très générale comme tout ce qui concerne le contact entre des gens ou des groupes de cultures différentes. C'est l'interculturel. De façon plus restreinte, ça peut être perçu au sens de l'interculturalité, c'est-à-dire dans le micro-social, dans les relations interpersonnelles, dans les rapports de voisinage, dans les institutions communautaires, dans la proximité. Comment se nouent, se dénouent, comment se vivent les rapports, comment se vit la différence en fait, culturelle. Donc là, on est dans moi ce que j'appelle l'interculturalité, c'est-à-dire l'interculturel à l'échelle micro-sociale. Mais l'interculturel, c'est présent dans tous les modèles de gestion de la diversité. C'est présent dans le multiculturalisme, dans l'interculturalisme, dans le républicanisme, etc. L'interculturel, il est partout dans ce sens-là. De même que le problème de la médiation culturelle, c'est un problème qui est là dans toutes les sociétés, quelle que soit la théorie ou le modèle qu'on adopte. Maintenant, de façon plus spécifique, l'interculturel, ça peut référer aussi à l'interculturalisme. Bon, là, c'est déjà plus précis, plus spécifique comme acception, mais encore, ça prête à diverses significations parce qu'il peut y avoir plus d'une conception de l'interculturalisme. Alors moi, j'ai ma conception, c'est celle que j'ai exposée dans mon livre, mais qui reprenait en très grande partie ce qu'on avait mis dans le rapport en 2008, Charles Taylor et moi. Et alors à ce moment-là, l'interculturalité prend une place très précise dans le modèle de l'interculturalisme, en ce sens que l'interculturalisme est un modèle qui se déploie dans le macro-social, à l'échelle macro-sociale. Donc on parle de l'intervention de l'État, on parle de l'intervention de l'État et de tous ses appareils, si on veut, les tribunaux, les ministères, la commission des droits de la personne, ce genre de choses-là. On parle aussi des institutions principales de nos sociétés, y compris les institutions privées comme les multinationales, qui sont des acteurs extrêmement importants dans la perspective de l'application du modèle de l'interculturalisme. Et puis ensuite, il y a le micro-social. Comme je vous disais à l'instant, c'est l'échelle du communautaire, des municipalités,
où là, l'interculturalisme se déploie ou se vit de façon plus personnelle. On pénètre dans les relations interpersonnelles. Tandis que quand on parle de l'échelle de l'État, on parle des grandes politiques, on parle du programme, on parle de l'énoncé de grands principes qui doivent régir la marche des institutions et les rapports entre cultures. Moi, je pense qu'au Québec, l'interculturalisme, c'est l'objet d'un paradoxe, en ce sens que, pour remonter en 1971, au moment où le Premier ministre Trudeau introduisait le multiculturalisme à l'échelle canadienne, il présentait une motion en 1971 au Parlement d'Ottawa. Et tout de suite, le Premier ministre québécois, Robert Bourassa, a envoyé une lettre à son homologue, M. Trudeau, pour lui dire que le multiculturalisme, c'était peut-être bon pour le Canada, mais pas pour le Québec. Le Québec n'appliquerait pas le multiculturalisme et développerait son propre modèle qui convenait plus à ses besoins, à ses institutions, sa sensibilité, ses inquiétudes aussi, ses urgences, etc. Et je signale que M. Robert Bourassa, c'était pas un souverainiste ou un séparatiste, c'était un fédéraliste. C'est très important de soumettre ça. Et c'est ce qui a été le point de départ d'une réflexion collective au Québec pour élaborer un modèle qui colle de plus près à nos réalités et qui a fini par prendre la forme de ce qu'on a appelé l'interculturalisme. À partir de la fin des années 1980, à peu près, 90, on a commencé à parler d'interculturalisme. Et aujourd'hui, c'est le nom qu'on donne à ce modèle-là qu'on a élaboré. Maintenant, quand je dis on a élaboré, là, je pense surtout aux intellectuels, aux universitaires, aux chercheurs, des hauts fonctionnaires aussi, qui ont contribué souvent. Mais le modèle de l'interculturalisme, le paradoxe, c'est qu'il est entré assez peu dans la pratique, dans les programmes de l'État. Jusqu'ici, l'État ne s'est jamais commis officiellement avec l'interculturalisme. À la différence de ce que le gouvernement fédéral a fait avec le multiculturalisme, qu'il a adopté, dont il a fait la promotion, qu'il a institué dans tous les ministères, qu'il a fait pénétrer dans les écoles, dans les rituels de commémoration, dans les fêtes, etc., dans les médias. Une campagne extraordinairement efficace, et à mon avis, c'est le devoir de l'État de faire ça. Au Québec, on n'a pas fait ça. On n'a rien douté. Moi, je ne me suis jamais expliqué ça, parce que à l'étranger, on se fait dire depuis longtemps que l'interculturalisme qu'on a élaboré au Québec, c'est quelque chose de magnifique, dont on devrait s'inspirer. Et au Québec même, on ne le fait pas. Alors, ceci dit, la ministre en poste présentement est en train d'élaborer un projet de loi qui va donner naissance officiellement à l'interculturalisme, qui va associer l'interculturalisme au gouvernement québécois et à notre société. Alors, reste à voir ce qu'il va y avoir dans cette projet de loi. Il ne suffit pas qu'il y ait le nom, il faut aussi qu'il y ait le contenu. Parce que l'interculturalisme, on a beau dire, c'est assez différent du multiculturalisme, quand même. Je pense que le blocage est de nature politique. C'est pas l'imprécision ou l'incohérence du modèle lui-même. Les grandes composantes, en tout cas, pour ce qui me concerne, dans mon livre, il y a des choses qui sont très claires. Par exemple, un élément très important de l'interculturalisme, et en quoi il se distingue fondamentalement du multiculturalisme, c'est de faire intervenir de façon très importante une dimension sociologique. C'est-à-dire que la prise en compte de la réalité ethnoculturelle doit faire intervenir un facteur sociologique fondamental qui est un rapport entre majorité et minorité. Une société est toujours structurée de cette façon. Il y a toujours un rapport entre une majorité et des minorités. C'est d'abord fondamentalement un rapport de pouvoir. La majorité, c'est elle qui détient l'autorité, le pouvoir, elle gère les institutions, elle a les minorités à sa merci d'une certaine façon. C'est pour ça qu'il faut protéger les minorités contre les atteintes de la majorité. Donc il y a un rapport de pouvoir qui est fondamental.
Et ça se trouve dans toutes les sociétés, sociologiquement, c'est partout. Une société ne peut pas prétendre qu'il n'y a, pas de majorité ni de minorité en termes de relations de pouvoir. Ce serait vraiment candide. Voilà, ce serait une société parfaite, moi je n'en connais pas encore. Deuxièmement, ce rapport majorité-minorité, il se double aussi d'une dimension ethnoculturelle, la plupart du temps. Il y a des cas où cette dimension est moins accentuée, d'autres cas où elle est extrêmement claire. Elle peut être vécue de façon très différente, cette dimension socio-culturelle. Parfois elle est vécue très paisiblement, c'est pas une source de problème. Parfois c'est une source de problème. Par exemple, quand la majorité socio-culturelle est elle-même une minorité qui se sent menacée, ben là ce rapport-là est vécu différemment, dans un contexte qui est différent. C'est pour ça, moi je crois qu'il faut absolument mettre ce phénomène au premier plan de l'analyse, ce rapport de pouvoir. La réalité ethnoculturelle, elle est structurée. Ce n'est pas des individus qui sont... une nation n'est pas formée d'un ensemble d'individus comme si c'était des atomes, comme si c'était des billes qu'on répandait sur le territoire au hasard, et que chacun construit son identité, sa vision du monde, librement, sans atteinte de rien ni de personne. La réalité ethnoculturelle, elle est structurée au départ. Un individu vit dans une communauté, il vit dans un contexte social dès la naissance, et c'est pas un choix. Et on est dans la majorité ou on est dans une minorité. C'est comme ça que ça se passe dans une société, sociologiquement et culturellement. Alors, moi, je crois que c'est tellement important ça, que moi je crois qu'il faut mettre ça au premier plan quand on aborde les réalités ethnoculturelles. Le multiculturalisme ne fait pas ça du tout. La définition du multiculturalisme, telle qu'elle a été introduite en 1971 par M. Trudeau dans cette motion, son premier énoncé, c'était qu'il n'y avait pas de majorité culturelle. Il n'y avait même pas de culture officielle. Il n'y a pas de culture majoritaire. Il n'y a que des individus. Il n'y a que des citoyens. C'est une vision strictement républicaine, strictement civique, juridique de ce qu'est une société. Un ensemble d'individus libres, chacun ou chacune porteur d'une différence quelconque, de spécificité, et qui se construit librement, qui construit son identité, sa vision du monde, ses motivations profondes, qui gère au fond son être comme il l'entend, en parfaite autonomie. Comme si la société n'existait pas, comme s'il n'y avait pas de structure sociale, comme s'il n'y avait pas de classe sociale, comme s'il n'y avait pas d'institution qui déterminait le jeu au départ, à partir duquel on peut se construire. Alors, voilà pourquoi il me semble que le multiculturalisme, pour moi, c'est une grande faiblesse du multiculturalisme. Parce que sociologiquement, dans une société, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, quand je parle d'un rapport majorité-minorité, d'abord sur le plan strictement de la relation de pouvoir, la dimension politique, si on veut, de ce rapport de pouvoir, ne se confond pas nécessairement avec la dimension socio-culturelle. Mais en gros, ces deux réalités-là ont tendance quand même à être distinctes. Si bien que quand on parle de minorité, en général, on parle de minorité socio-culturelle, ethnoculturelle, et auxquelles s'ajoutent les immigrants. Les immigrants, tôt ou tard, vont faire un choix. Ou bien ils s'inscrivent dans une minorité, ou bien ils s'inscrivent dans la majorité. Il y a des immigrants qui décident de se fondre dans la majorité, de prendre la décision de s'assimiler. Il y en a. C'est pas la majorité des immigrants, mais il y en a. Donc moi, je crois que les immigrants, majoritairement, on s'attend à ce qu'ils se glissent un jour ou l'autre dans une minorité. Et en général, la majorité culturelle, c'est les descendants de la population ancienne qui a fondé cette société-là. Alors, si on est en Amérique, on parle du XVIIe siècle, si on est en Europe, on parle de millénaire. Mais disons que la majorité s'associe au vieux noyau historique qui a créé les institutions, qui a créé la culture, qui a mis en place les cadres sociaux et culturels de cette société, qui a mis en place ses règles juridiques,
auquel on invite les migrants à s'intégrer. Pas forcément à s'assimiler, mais à s'intégrer. La finalité générale de l'interculturalisme, ou d'une société qui adopte le modèle de l'interculturalisme, c'est de gérer le rapport entre majorité et minorité. Pour que ce rapport-là soit empreint de pluralisme, de respect de la diversité, de respect des droits, de lutter contre la discrimination, les stéréotypes. Donc de gérer ce rapport-là. Vous voyez, c'est une approche assez différente de la réalité socio-culturelle. Et ça conduit à des politiques qui sont un peu différentes aussi. Surtout, je dirais de deux manières. D'abord parce que la majorité a tendance à s'imposer aux minorités, à imposer un certain nombre de ses institutions, de ses pratiques, de ses règles, parfois d'une manière qui est parfaitement légitime. Par exemple, imposer la règle de la non-violence, je pense que c'est parfaitement légitime. Mais imposer une façon de se vêtir en disant que ça ne l'est pas. Hein, on va laisser à l'immigrant le soin, aux minorités, le soin de s'habiller comme ils veulent. Et d'une autre façon, c'est que parfois il y a des majorités qui sont elles-mêmes inquiètes et qui peuvent se comporter comme des minorités. Et ces inquiétudes des majorités ne sont pas toujours illégitimes. C'est parfois des inquiétudes parfaitement fondées. Et à ce moment-là, les majorités ont droit à certains égards. Les majorités ont des droits aussi. Par exemple, au Québec, la loi 101 est une loi qui a été faite d'abord pour protéger la langue française, pour protéger l'avenir de la francophonie au Québec. Donc c'était une loi qui a été faite surtout dans les intérêts de la majorité. Mais c'était une loi légitime, dont la légitimité a d'ailleurs été reconnue par la Cour suprême du Canada, parce qu'on reconnaissait que la survie de la francophonie, donc de la culture majoritaire au Québec, avait besoin de ça. Donc c'est exact de dire que la majorité peut avoir des droits, et non seulement les minorités. Ça dépend des contextes, ça dépend des cas, des situations. Alors c'est pour ça que je dis que commencer à approcher la réalité socio-culturelle sous cet angle-là, c'est-à-dire la façon de gérer le rapport entre une majorité et des minorités, pour moi c'est une porte d'entrée qui est très efficace. Si on inclut là-dedans le rapport de pouvoir, la relation de pouvoir, qui joue en faveur de la majorité tout le temps. L'interculturalité, c'est de vivre la différence culturelle quotidiennement, au quotidien. Alors là, évidemment, ça ouvre la porte à tout un ensemble de questions, de façon de faire qu'il faut mettre au point, de sensibilité qu'il faut développer, enfin tout ce qui relève de la médiation culturelle. Là, c'est l'empire de la médiation culturelle, qui est quelque chose d'absolument fondamental. Je serais tenté de dire que c'est ce qu'il y a de plus important finalement dans ce qu'on pourrait appeler la gestion de la vie ethnoculturelle, parce que quels que soient les principes que l'État peut énoncer, les programmes qu'il peut mettre en œuvre, s'il n'y a pas l'attitude favorable dans la population, entre les citoyens, ça n'obtiendra pas d'effet. Donc il y a tout un terrain là, qui doit être préparé. Et ça, c'est l'œuvre de la médiation culturelle. C'est un travail qui est ingrat parce qu'il peut passer souvent inaperçu. Il peut être très bien fait sans que personne ne le sache. Mais c'est un travail à long terme, un travail patient. C'est là que vraiment se construit le terrain de l'interculturalisme et de façon plus générale du pluralisme. Alors, au Québec, dans ce domaine-là, moi je pense qu'on a fait pas mal de travail, de façon assez effacée, discrète, je dirais. C'est pas des choses spectaculaires. C'est des initiatives qui se construisent au jour le jour. C'est de l'arbitrage entre deux personnes ou entre deux petits groupes. Ça fait pas la une des journaux, ça fait pas les nouvelles. Mais ça règle les problèmes petit à petit. Un immigrant, tiens, aujourd'hui il va comprendre quelque chose qu'il ne savait pas avant. Un citoyen qui était là de longue date va s'apercevoir que
cette façon de faire qui lui était habituelle, c'est pas la bonne façon, qu'il est en train de blesser son voisin. C'est toutes ces petites choses-là qui composent la vie de la médiation interculturelle, qui par ailleurs peut être envisagée de façon plus formelle, parce que c'est une technique, c'est une profession, être médiateur ou médiatrice culturelle. Alors là, c'est l'expertise. Rendu au Québec, il y a quand même une littérature abondante sur l'interculturalisme et sur l'interculturel en général, qui propose des visions qui ne sont pas toujours les mêmes, des différences dans les façons de penser, il y a même des différents. Mais moi je pense que l'état de la réflexion sur ce sujet-là au Québec est assez avancé maintenant. En tout cas du côté des intellectuels, des chercheurs, des universitaires, des propositions sur la table qui ont été formulées. La réflexion est assez avancée que maintenant c'est à l'État de prendre les choses en main. C'est à l'État de prendre le dossier, de voir les différentes propositions qui ont été formulées, et puis de faire un choix. Et puis d'en faire une loi. Alors, pas de façon autoritaire, il reste encore tout un débat à faire, mais ce débat-là devrait être maintenant arbitré par l'État. Et de façon à en arriver à la fin à une proposition qui ne recueillera pas un consensus total, ça c'est évident, mais en tout cas qui peut s'asseoir sur une majorité, et puis l'État a le droit d'avoir sa propre réflexion, l'État peut faire ses choix, c'est une question démocratique, mais que maintenant on est prêt, je trouve, à se diriger vers une loi. Mais c'est l'État qui doit maintenant prendre l'initiative de la consultation, du débat et de l'acheminement du débat. Un choix. Merci beaucoup. L'interculturalisme, l'ensemble des dispositifs qui caractérisent une approche de la réalité socio-culturelle dans une société, de la réalité ethno-culturelle dans une société. Ces dispositifs, encore une fois, relèvent du macro-social, ça c'est le travail de l'État, des grandes institutions d'une société, et du micro-social, ça c'est l'interculturalité. L'interculturel est un concept qui est plus général, qui est un peu plus vague, qu'on peut utiliser pour à toutes les sauces. Il peut référer aussi bien au macro-social qu'au micro-social, l'interculturel. C'est la question générale des relations entre personnes ou groupes de cultures différentes. On peut dire interculturel. Ça peut produire des chocs, des collisions, ça peut produire des rencontres qui sont plus harmonieuses, mais tout ça relève de l'interculturel.